Mémoire de deux jeunes mariés. Balzac. Chapitre 27. Louise de Macumer à René de l'Étorade. Octobre 1825. Je ne t'ai plus rien écrit, chère, depuis le mariage de la mairie. Et voici bientôt 8 mois. Quant à toi, pas un mot. Cela est horrible, madame. Eh bien, nous sommes donc partis en poste pour le château de Chantepleurs, la terre achetée par Macumer en Nivernais, sur les bords de la Loire, à 60 lieues de Paris. Nos gens, moi ma femme de chambre, y étaient déjà, nous attendaient, et nous y sommes arrivés avec une excessive rapidité le lendemain soir. J'ai dormi depuis Paris jusqu'au-delà de Montargis. La seule licence qu'ait prise mon seigneur et maître a été de me soutenir par la taille et de tenir ma tête sur son épaule où il avait disposé plusieurs mouchoirs. Cette attention quasi maternelle qui lui faisait vaincre le sommeil m'a causé je ne sais quelle émotion profonde. Endormie sous le feu de ses yeux noirs, je me suis réveillée sous leur flamme. Même ardeur, même amour, mais des milliers de pensées avaient passé par là. Il avait baisé 2 fois mon front. Nous avons déjeuné dans notre voiture, à Briare. Le lendemain soir, à 7h30, après avoir causé comme je causais avec toi à Blois, admirant cette Loire que nous y admirions, nous entrions dans la longue et belle avenue de tilleuls, d'acacias, de sycomores et de mélèzes qui mène à Chantepleurs. À 8h, nous dînions. À 10h, nous étions dans une charmante chambre gothique, embellie de toutes les inventions du luxe moderne. Mon Felipe, que tout le monde trouve laid, m'a semblé bien beau, beau de bonté, de grâce, de tendresse, d'exquise délicatesse. Des désirs de l'amour, je ne voyais pas la moindre trace. Pendant la route, il s'était conduit comme un ami que j'aurais connu depuis 15 ans. Il m'a peint, comme il sait peindre, et est toujours l'homme de sa première lettre, les effroyables orages qu'il a contenus et qui venaient mourir à la surface de son visage. Jusqu'à présent, il n'y a rien de bien effrayant dans le mariage, dis-je en allant à la fenêtre et voyant par une lune superbe un délicieux parc d'où s'exhalaient de pénétrantes odeurs. Il est venu près de moi, m'a reprise par la taille et m'a dit « Et pourquoi s'en effrayer ? Ai-je démenti par un geste, par un regard, mes promesses ? Les démentirai-je un jour ? Jamais voix, jamais regard n'auront pareille puissance. La voix me remuait les moindres fibres du corps et réveillait tous les sentiments. Le regard avait une force solaire. « Oh !» lui ai-je dit. « Combien de perfidies mauresques n'y a-t-il pas dans votre perpétuel esclavage ?» Ma chère, il m'a bien comprise. Ainsi, belle biche, si je suis restée quelques mois sans t'écrire, tu devines maintenant pourquoi. Je suis forcée de me rappeler l'étrange passé de la jeune fille pour t'expliquer la femme. René, je te comprends aujourd'hui. Ce n'est ni à une amie intime, ni à sa mère, ni peut-être à soi-même, qu'une jeune mariée heureuse peut parler de son heureux mariage. Nous devons laisser ce souvenir dans notre âme comme un sentiment de plus qui nous appartient en propre, et pour lequel il n'y a pas de nom. Comment on a nommé un devoir les gracieuses folies du cœur et l'irrésistible entraînement du désir. Et pourquoi ? Quelle horrible puissance a donc imaginé de nous obliger à fouler les délicatesses du goût, les 1000 pudeurs de la femme, en convertissant ces voluptés en devoirs ? Comment peut-on devoir ces fleurs de l'âme, ces roses de la vie, ces poèmes de la sensibilité exaltée à un être qu'on n'aimerait pas ? Des droits
dans de telles sensations. Mais elles naissent et s'épanouissent au soleil de l'amour, où leurs germes se détruisent sous les froideurs de la répugnance et de l'aversion. À l'amour d'entretenir de tels prestiges. Oh, ma sublime Renée, je te trouve bien grande maintenant. Je plie le genou devant toi. Je m'étonne de ta profondeur et de ta perspicacité. Oui, la femme qui ne fait pas, comme moi, quelque secret mariage d'amour caché sous les noces légales et publiques, doit se jeter dans la maternité, comme une âme à qui la terre manque se jette dans le ciel. De tout ce que tu m'as écrit, il ressort un principe cruel. Il n'y a que les hommes supérieurs qui sachent aimer. Je sais aujourd'hui pourquoi. L'homme obéit à deux principes. Il se rencontre en lui le besoin et le sentiment. Les êtres inférieurs ou faibles prennent le besoin pour le sentiment, tandis que les êtres supérieurs couvrent le besoin sous les admirables effets du sentiment. Le sentiment leur communique par sa violence une excessive réserve et leur inspire l'adoration de la femme. Évidemment, la sensibilité se trouve en raison de la puissance des organisations intérieures, et l'homme de génie est alors le seul qui se rapproche de nos délicatesses. Il entend, devine, comprend la femme. Il l'élève sur les ailes de son désir contenu par les timidités du sentiment. Aussi, lorsque l'intelligence, le cœur et les sentiments, également ivres, nous entraînent, n'est-ce pas sur la terre que l'on tombe? On s'élève alors dans les sphères célestes, et malheureusement on n'y reste pas assez longtemps. Telle est, ma chère âme, la philosophie des 3 premiers mois de mon mariage. Felipe est un ange. Je puis penser tout haut avec lui. Sans figure de rhétorique, il est un autre moi. Sa grandeur est inexplicable. Il s'attache plus étroitement par la possession et découvre dans le bonheur de nouvelles raisons d'aimer. Je suis pour lui la plus belle partie de lui-même. Je le vois, des années de mariage, loin d'altérer l'objet de ses délices, augmenteront sa confiance, développeront de nouvelles sensibilités et fortifieront notre union. Quel heureux délire! Mon âme est ainsi faite que les plaisirs laissent en moi de fortes lueurs. Ils me réchauffent, ils s'emprègnent dans mon être intérieur. L'intervalle qui les sépare est comme la petite nuit des grands jours. Le soleil qui a doré les cimes à son coucher les retrouve presque chaudes à son lever. Par quel heureux hasard en a-t-il été pour moi sur-le-champ ainsi? Ma mère avait éveillé chez moi 1000 craintes. Ces prévisions, qui m'ont semblé pleines de jalousie, quoique sans la moindre petitesse bourgeoise, ont été trompées par l'événement. Car tes craintes et les siennes, les miennes, tout s'est dissipé. Nous sommes restés à Chantepleurs 7 mois et demi, comme 2 amants dont l'un a enlevé l'autre et qui ont fui des parents courroucés. Les roses du plaisir ont couronné notre amour, elles fleurissent notre vie à deux. Par un retour subit sur moi-même, un matin où j'étais plus pleinement heureuse, j'ai songé à ma Renée et à son mariage de convenance, et j'ai deviné ta vie, je l'ai pénétrée. Oh, mon ange, pourquoi parlons-nous une langue différente? Ton mariage, purement social, et mon mariage qui n'est qu'un amour heureux, sont 2 mondes qui ne peuvent pas plus se comprendre que le fini ne peut comprendre l'infini. Tu restes sur la terre, je suis dans le ciel. Tu es dans la sphère humaine,
et je suis dans la sphère divine. Je règne par l'amour, tu règnes par le calcul et par le devoir. Je suis si haut que s'il y avait une chute, je serais brisée en 1000 miettes. Enfin, je dois me taire, car j'ai honte de te peindre l'éclat, la richesse, les pimpantes joies d'un pareil printemps d'amour. Nous sommes à Paris depuis 10 jours, dans un charmant hôtel rue du Bac, arrangé par l'architecte que Felipe avait chargé d'arranger Chantepleurs. Je viens d'entendre, l'âme épanouie par les plaisirs permis d'un heureux mariage, la céleste musique de Rossini, que j'avais entendue, l'âme inquiète, tourmentée à mon insu par les curiosités de l'amour. On m'a trouvée généralement embellie, et je suis comme une enfant en m'entendant appeler « Madame ». Vendredi matin. Renée, ma belle sainte, mon bonheur me ramène sans cesse à toi. Je me sens meilleure pour toi que je ne l'ai jamais été. Je te suis si dévouée. J'ai si profondément étudié ta vie conjugale par le commencement de la mienne, et je te vois si grande, si noble, si magnifiquement vertueuse, que je me constitue ici ton inférieure, ta sincère admiratrice, en même temps que ton amie. En voyant ce qu'est mon mariage, il m'est à peu près prouvé que je serais morte s'il en eût été autrement. Et tu vis? Par quel sentiment? Dis-le-moi. Aussi ne te ferai-je plus la moindre plaisanterie. Hélas, la plaisanterie, mon ange, est fille de l'ignorance. On se moque de ce qu'on ne connaît point. Là où les recrues se mettent à rire, les soldats éprouvés sont graves, m'a dit le marquis de Chaulieu, pauvre capitaine de cavalerie qui n'est encore allé que de Paris à Fontainebleau et de Fontainebleau à Paris. Aussi, ma chère aimée, devinai-je que tu ne m'as pas tout dit. Oui, tu m'as voilé quelques plaies. Tu souffres, je le sens. Je me suis fait, à propos de toi, des romans d'idées, en voulant, à distance et par le peu que tu m'as dit de toi, trouver les raisons de ta conduite. Elle s'est seulement essayée au mariage, pensai-je un soir, et ce qui se trouve bonheur pour moi n'a été que souffrance pour elle. Elle en est pour ses sacrifices et veut limiter leur nombre. Elle a déguisé ses chagrins sous les pompeux axiomes de la morale sociale. Ah, Renée, il y a cela d'admirable que le plaisir n'a pas besoin de religion, d'appareil, ni de grands mots. Il est tout par lui-même. Tandis que pour justifier les atroces combinaisons de notre esclavage et de notre vassalité, les hommes ont accumulé les théories et les maximes. Si tes immolations sont belles, sont sublimes, mon bonheur, abrité sous le poil blanc et or de l'Église et paraphé par le plus maussade des mères, serait donc une monstruosité. Pour l'honneur des lois, pour toi, mais surtout pour rendre mes plaisirs entiers, je te voudrais heureuse, ma Renée. Oh, dis-moi que tu te sens venir au cœur un peu d'amour pour ce Louis qui t'adore. Dis-moi que la torche symbolique et solennelle de l'hyménée n'a pas servi qu'à t'éclairer des ténèbres. Car l'amour, mon ange, est bien exactement pour la nature morale ce qu'est le soleil pour la terre. Je reviens toujours à te parler de ce jour qui m'éclaire et qui, je le crains, me consumera. Chère Renée, toi qui disais dans tes extases d'amitié, sous le berceau de vigne au fond du couvent, je t'aime tant, Louise, que si Dieu se manifestait, je lui demanderais toutes les peines, et pour toi toutes les joies de la vie. Oui, j'ai la passion de la souffrance. Eh bien, ma chérie, aujourd'hui je te rends la pareille, et demande à grands cris à Dieu de nous partager mes plaisirs. Écoute, j'ai deviné que tu t'es faite ambitieuse sous le nom de Louis de l'Étorade. Eh bien, aux prochaines élections,
fais-le nommer député, car il aura près de 40 ans, et comme la Chambre ne s'assemblera que 6 mois après les élections, il se trouvera précisément de l'âge requis pour être un homme politique. Tu viendras à Paris, je ne te dis que cela. Mon père et les amis que je vais me faire vous apprécieront. Et si ton vieux beau-père veut constituer un majorat, nous t'obtiendrons le titre de comte pour Louis. Ce sera déjà ça. Enfin, nous serons ensemble.